Merci beaucoup à Stéphane, direction le département du Berry. On va retrouver nos partenaires du journal Le Berry Républicain avec Mathis Rapaccioli. Bonjour, bonjour Mathis. Bonjour. Alors, à lire dans vos pages dans le Berry Républicain aujourd'hui, eh bien, un dossier sur ces élections municipales et vous avez choisi de faire le bilan en matière de sécurité. Oui, tout à fait. En fait, on a différentes thématiques qui vont arriver. Celle de la sécurité ne pouvait pas échapper, mais on retrouvera également des dossiers sur le centre-ville, la vie de quartier, même le sport, la santé. Aujourd'hui, la sécurité s'est imposée dans la campagne, que ce soit par la voix des candidats, mais on a aussi tâché de donner la parole aux électeurs, ce qui était un peu un défi. Donc c'est pour ça qu'on est sur 2 pages aujourd'hui avec les propositions, l'avis des berruyers et tout un bilan, on va dire, avec de l'actualité, les chiffres, de la délinquance. C'est assez inévitable aujourd'hui de parler de sécurité, notamment parce que pour la première fois depuis 1995, on a un candidat du Rassemblement national qui est arrivé dans le scrutin de Bourges. Ça ne peut plus être oublié. Même le maire sortant le dit. On parle de police municipale, on parle de caméras de vidéosurveillance, on parle de police le dimanche également. C'est tout autant de propositions qui sont à lire dans le journal du jour. Vous parliez de Bourges, la ville de Bourges qui est touchée comme d'autres villes par le fléau du narcotrafic. Oui, c'est une disposition qu'on entend même à échelle locale. On sait que c'est plutôt un problème étatique, mais ça revient dans les propositions des candidats. On l'a vu récemment avec donc un fait divers qui a eu lieu à Bourges, le local de la police municipale en construction dans les quartiers nord qui a été attaqué. Le maire a tout de suite fait le lien avec une opération d'un narcotrafic qui avait été démantelée. Aujourd'hui, c'est un enjeu également local. On voit que les chiffres de la délinquance montrent plus de personnes impliquées dans la consommation et également le trafic. Donc c'est un thème qui va revenir également et dont les gens nous parlent. Il y a une certaine peur qui émane de ça. On l'entend de la vie des gens. Merci beaucoup Mathis Rapaccioli pour vos explications. On va regarder la une de votre journal qui est donc consacrée à la sécurité en campagne dans ces élections municipales. Merci à vous. On ouvre le club aujourd'hui avec Émilie Zapalski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes communicante et fondatrice de la société Émilie Conseil et avec vous Arnaud Benedetti. Bonjour. Arnaud Benedetti, bonjour, directeur de la Nouvelle Revue Politique. On commence par évoquer cette campagne municipale, notamment ce sujet de la sécurité. La sécurité, c'est une véritable attente de la part des électeurs vis-à-vis de leur maire ? On a l'impression que c'est monté justement en termes de préoccupation. C'est vraiment numéro 1 maintenant, alors qu'en 2020, c'était pas encore aussi flagrant. Donc il y a vraiment eu une évolution là-dessus. Et on a l'impression qu'un peu partout, il y a ce phénomène d'insécurité ressenti, réel, et une attente très forte de la part du maire pour régler ces questions-là. Les gens vraiment se sentent plus en sécurité chez eux, se sentent plus en sécurité dans la rue. Pourtant, je sais pas, au niveau des chiffres, on va peut-être pas revenir là-dessus, mais en tout cas, il y a ce ressenti-là qui est réel et il y a une véritable attente pour des actions concrètes. Et c'est vrai qu'on voit se multiplier, et on va peut-être en parler plus en détail, dans les propositions des candidats, et j'allais dire gauche-droite confondue, vidéosurveillance, augmenter les effectifs de police, quelque chose de très fort en termes d'action qu'on entendait, c'était pas aussi clair auparavant et notamment sur la gauche. Une véritable attente, Arnaud, ou aussi un effet médiatique? On parle beaucoup de sécurité sur les chaînes d'information et voilà, ça crée une bulle dans cette campagne municipale. Écoutez, il y avait un sondage juste avant le salon des maires qui montrait que parmi les 3 priorités des Français vis-à-vis de ces municipales, il y avait 1, la sécurité, 2, la fiscalité, ce qui est normal, et 3, on retrouvait le narcotrafic, ce qui est lié, à l'insécurité. Manifestement, ce que l'on voit, notamment avec le phénomène du narcotrafic, qui est un des phénomènes majeurs dans ce dossier de l'insécurité, c'est qu'il y a une sorte de dissémination sur l'ensemble du territoire de ce problème aujourd'hui, puisque vous voyez bien qu'une ville comme Bourges, aujourd'hui, est touchée également par ce phénomène. Donc cette attente, elle est très forte. Elle est d'autant plus forte que, si vous voulez, la sécurité est en principe un enjeu national. D'abord, avant d'être un enjeu local, même s'il y a toutes les problématiques de la sécurité locale, de la tranquillité publique, des polices municipales,
etc., qui sont rentrés depuis très longtemps dans le débat municipal. Mais il y a aussi un phénomène qui est important, c'est qu'on est à 1 an de l'élection présidentielle, donc on peut considérer, si vous voulez, que les élections municipales vont être fortement nationalisées du fait de la proximité de l'élection présidentielle. Donc naturellement, mécaniquement, et aussi parce que c'est un vrai sujet qui se pose sur le terrain, le sujet de la sécurité et de l'insécurité s'invite dans le débat local. Avec des propositions sur le terrain qui parfois tombent un petit peu dans la surenchère sur la sécurité municipale. Je pense par exemple à cette histoire de police municipale anti-stupéfiants, de brigade des stupes de la police municipale. Proposition de Christian Estrosi à Nice. Ça a commencé à être mis en place par Robert Ménard à Béziers. On est aussi peut-être un petit peu dans la surenchère médiatique. On va aller forcément sur une surenchère parce que c'est qui dira le plus gros va être suivi, même si derrière c'est pas forcément des choses qui vont régler les problèmes sur le terrain. Donc on est vraiment sur du déclaratif. On le voit à Paris aussi avec la candidature de Sarah Knafo qui met la barre très très haute de ce côté-là. Moi, j'allais dire, c'est un peu le délire, oui, de la surenchère de police armée, brigade, des choses comme ça. Je suis pas sûre que ça soit efficace sur le terrain, mais en termes de communication, oui, ça va marcher parce que c'est pareil que c'est un ressenti aussi. On peut participer au ressenti sur la sécurité et donc forcément, la communication va répondre à ce ressenti. Moi, je pense qu'il y a une question aussi globale et vous disiez, ça va être nationalisé, municipal. Le problème, c'est que cette question de la sécurité, elle dépend pas que des maires. En effet, il y a la police nationale. Il y a aussi la question de l'autorité, de la justice. Et donc, je mettrais un petit peu en face à face justement ces déclarations très fortes et l'incapacité que les maires peuvent avoir parce que ça, c'est pas forcément dans leurs compétences, ça les dépasse complètement. Il y a véritablement aujourd'hui, et ce sera peut-être le sujet aussi de la présidentielle 2027, un sujet d'autorité. On voit bien que voilà, des voyous font ce qu'ils veulent, ils sont pas en prison dès le lendemain. Il y a quelque chose qui, voilà, l'État est un petit peu débordé par ça et on sent bien que malgré des propositions complètement extrêmes, ça réglera pas les questions sur le terrain. Car même si un projet de loi d'extension des compétences des policiers municipaux a été adopté par le Sénat cette semaine, où en gros les policiers municipaux pourront donner davantage d'amendes sur la vente à la sauvette, l'occupation de halls d'immeubles ou alors même la détention de stupéfiants. Malgré ça, ce n'est pas le maire qui a les vrais pouvoirs en termes de lutte contre l'insécurité et contre la criminalité. De toute façon, la question de sécurité, c'est une question régalienne par nature. Mais la vérité, c'est que, si vous voulez, pourquoi on se retourne vers les maires aujourd'hui ? C'est qu'on considère, et vous l'avez fort bien dit, c'est que l'État n'est pas en mesure aujourd'hui de régler de manière rapide et exhaustive ce problème pour des tas de raisons. Je pense qu'au niveau du narcotrafic, on voit que finalement les gangs ont une vélocité que la puissance publique n'a pas, parce que la puissance publique est contrainte, entre autres, par des règles de droit, je veux dire, etc., et que les narcotrafiquants, eux, d'une certaine manière, utilisent des tas de nouvelles méthodes qui leur permettent de pouvoir continuer leur commerce et leur système de violence sur les territoires. Donc, on se tourne vers les maires. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on considère que l'État n'est pas en mesure aujourd'hui d'assurer pleinement cette mission régalienne. Donc il y a une demande. Alors c'est vrai quand même que ça fait très longtemps, c'est pas nouveau que, je veux dire, la question de la sécurité s'est invitée dans le débat local. Souvenez-vous, il y a quelques années, la gauche se posait la question de savoir s'il fallait des polices municipales ou pas. Aujourd'hui, pratiquement tous les élus de gauche sont alignés sur la nécessité d'avoir des polices municipales. La question aujourd'hui qui se pose par exemple à gauche aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut armer ou pas armer les polices municipales. On voit que là aussi, il y a un très net infléchissement. Je pense par exemple au maire de Bordeaux, qui est un maire écologiste, qui lui, je veux dire, a décidé d'armer sa police municipale, contrairement évidemment au maire de Grenoble. Mais on voit qu'il y a des évolutions qui sont en train de se faire et que les maires sont obligés de répondre, en tout cas, à cette demande d'autorité et de fermeté. On va parler de la dimension politique de cette campagne municipale et notamment de la bataille de Paris avec le candidat des socialistes, communistes et écologistes, Emmanuel Grégoire, qui a présenté cette semaine son programme et qui a critiqué le refus de débattre de son adversaire à droite, Rachida Dati. On l'écoute. Rachida Dati refuse les débats. Je vais vous dire pourquoi elle a peur. Elle a peur parce que face à des gens comme moi, face à, sans doute, y compris Bournazel, Knafo, elle est sans doute la moins armée sur les sujets. Voilà. Et il n'y a pas d'autre explication que la peur pour refuser le débat. Surtout que quand on est à la rigueur, c'est pas, sur le plan démocratique, ça n'est pas moins choquant. Mais quand on est ultra favori, qu'on refuse les débats,
est choquant, mais ça peut se comprendre. Là, elle n'est même pas favorite. Elle commence même à être en grande difficulté. Et puis j'ai l'habitude avec Rachida Dati, c'est qu'elle change d'avis tellement souvent qu'on va attendre de voir ce que cela donne. Amélie Zapalski, j'ai l'impression que cette campagne municipale à Paris, on n'a pas vraiment encore commencé le débat de fond. On n'est que dans les attaques personnelles. On n'a pas encore commencé, oui, parce qu'il y a des grosses personnalités, et puis surtout, il y a une bataille qui va être très très dure, parce que on a Emmanuel Grégoire, donc, qui était positionné depuis le début, on a Rachida Dati, on a évidemment Pierre Bournazel qui brouille un petit peu les pistes, de savoir qui pourrait récupérer un peu ses électeurs. Et puis moi je dirais, l'épine dans le pied de Rachida Dati, c'est plutôt Sarah Knafo, qui fait une campagne qui démarre très vite et qui est probablement celle qui est plus axée sur le contenu, justement. Parce qu'elle a des promesses très fortes, je pense aux réseaux sociaux aussi. Elle a quelque chose qui est très offensif et elle donne des réponses, elle donne des mesures très concrètes, beaucoup plus concrètes d'ailleurs que ce que fait à l'heure actuelle Emmanuel Grégoire dans sa campagne. Et ça va mettre en difficulté Rachida Dati, parce que quelque part, elle est très à droite, évidemment, Sarah Knafo, voire limite extrême droite. Et donc Rachida Dati, qui est obligée de dire c'est une personnalité d'extrême droite, donc de la mettre de côté, elle est un petit peu, alors certains disent ringardisée, moi je dirais pas ringardisée, mais elle est gauchisée quelque part, Rachida Dati, par rapport à Sarah Knafo. Donc ça va être très compliqué. Moi je suis assez étonnée par un petit peu les arguments que présente Emmanuel Grégoire là, contre Rachida Dati, parce que c'est assez faiblard finalement de dire elle y connaît rien ou quoi. Par contre, il aurait beaucoup de choses à dire sur justement ce positionnement qu'elle a du mal à prendre avec entre Pierre Bournazel et puis Sarah Knafo. Pierre-Yves Bournazel. Bah oui, Pierre-Yves Bournazel, pardon. C'est très compliqué, je pense, pour Rachida Dati. Arnaud, il y a de la fébrilité du côté des deux principaux candidats dans les sondages, Emmanuel Grégoire, Rachida Dati, face à cette dispersion possible des voix avec des adversaires qui sont assez hauts dans les sondages. Mais vraiment, cette campagne, on est dans le brouillard total. Parce qu'en fait, on peut se retrouver au soir du premier tour avec 5 candidats qualifiés. Oui. Ce qui serait quand même, possible, je crois, tout à fait unique dans l'histoire des municipales à Paris. En effet, je rejoins ce que vient de dire Émilie, c'est-à-dire que la candidature aujourd'hui de Sarah Knafo est une candidature particulièrement dynamique, avec quelqu'un qui utilise très bien les codes de la communication moderne et qui, en plus, fait preuve dans son domaine de conviction d'une très grande compétence, y compris technique, dans l'argumentation. Donc elle a, de ce point de vue-là, en tout cas, réussi son entrée en campagne. Après, il faut confirmer, parce que ça dure un mois, il peut se passer beaucoup de choses. Madame Dati, elle, de son côté... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord quand M. Grégoire dit qu'elle a peur des débats. Je ne suis pas sûr que Mme Dati ait peur de grand-chose, en l'occurrence. Et là, je crois qu'il se trompe et il est un peu méprisant dans ses arguments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle est handicapée par 2 candidatures. La candidature de Sarah Knafo, mais aussi la candidature de Bournazel, dont on ne sait pas vers quel côté elle va tourner. Vous savez, c'est la pièce que vous jetez et vous ne savez pas, finalement, le dire, quand elle va atterrir sur le sol, si ça va être pile ou face. Mais on voit bien que, par exemple, quand M. Bournazel prend comme numéro 3, je crois, sur sa liste, M. Beaune, il envoie un signal à l'électorat de gauche, prépare-t-il d'une alliance, et c'est ce que redoute notamment le camp de Dati, avec M. Grégoire au second tour. C'est une question, autre sujet quand même, il faut en parler, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est Mme Chikirou. LFI aujourd'hui est au-dessus des 10%, est en mesure de se qualifier également. On voit bien qu'il y a une incertitude totale dans ce scrutin, et donc tout va se jouer vraisemblablement dans cette campagne, dans les derniers hectomètres de la campagne du premier tour. Donc ça donne lieu à un suspense total, avec la possibilité d'un côté comme de l'autre que tout se passe. Rachida Dati inquiète vis-à-vis de son extrême droite. Est-ce qu'Emmanuel Grégoire aussi doit l'être vis-à-vis de sa gauche, avec la candidate insoumise Sophia Chikirou, pour l'instant, et une campagne très très violente entre les deux camps. On ne sait pas au niveau du deuxième tour. C'est ça en fait, c'est l'inconnu. Parce que là, on voit bien que chacun maintient ses outsiders, que ça soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Ils vont se maintenir et ils vont en effet faire des scores. En tout cas, on va voir, la campagne elle fait que commencer. Mais ils semblent quand même pouvoir faire des scores assez importants et même être là donc au premier tour. Donc ça va être compliqué, mais je dirais qu'à gauche,
peut-être que des alliances sont possibles après coup. Ça sera jamais affiché là pour l'instant, mais après c'est quand même Paris, quoi. On joue quand même gros. Je voulais juste faire une mention sur le RN parce qu'on n'en parle pas du tout. Il y a des résultats assez pitoyables pour l'instant en termes de sondage, hein, évidemment, de Thierry Mariani, qui a été lui aussi qui est très empêché, il semblerait, par Sarah Knafo, ce qui n'est pas du tout pareil au niveau des législatives et au niveau de la présidentielle, puisqu'Éric Zemmour avait fait des résultats qui n'étaient pas du tout à la même hauteur que le Rassemblement national. Donc c'est quelque chose, c'est un signal aussi au niveau local. Et deuxième élément, ce qui était très étonnant dans la campagne de Sarah Knafo, c'est qu'elle pompe pas mal la campagne du maire de New York, socialiste. Elle a repris tous les codes, couleurs, visuels, vintage et tout ça. Donc peut-être que c'est aussi une rampe de lancement réussi, mais ce qui est étonnant, c'est complètement à l'inverse de ses idéologies, de son idée. On continue à parler de Rachida Dati, mais sur le volet de l'audiovisuel public, puisqu'elle est toujours ministre de la Culture, avant de démissionner bientôt du gouvernement. Rachida Dati qui a été auditionnée hier par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public. Et vous allez le voir, eh bien, elle a parlé de rassemblement et de division vis-à-vis sur ce sujet. On va l'écouter. Permettez-moi d'être insistant sur cette question-là. C'est des propos qui ont été tenus hors antenne. Est-ce que c'est normal qu'une dirigeante d'une antenne du service public qualifie cette antenne-là d'antenne progressiste? Est-ce que c'est pas une rupture vis-à-vis des obligations et des objectifs à valeur constitutionnelle de neutralité? Je n'ai pas entendu ces propos, mais l'objectif du service public, comme je l'avais dit d'ailleurs à Delphine Ernotte, c'est quand même de rassembler. C'est pas de diviser, ça n'est pas de représenter une sensibilité au détriment d'une autre ou de qualifier une sensibilité plus qu'une autre. L'objectif du service public, c'est de rassembler tous les Français dans toutes leurs sensibilités. Arnaud, est-ce qu'on peut dire que pendant son passage au ministère de la Culture, Rachida Dati a vraiment eu dans le viseur l'audiovisuel public? Oui, je ne suis pas sûr qu'elle ait eu des relations très apaisées avec l'audiovisuel public. Cette commission d'enquête, quand même, pose un certain nombre de questions. Je veux dire, il faut les poser, sur les financements, sur les équilibres, de sensibilité. Ce sont des sujets qu'il est nécessaire de poser et qui interrogent. Parce que c'est vrai que... C'est-à-dire que selon vous, l'audiovisuel public ne représente pas toutes les sensibilités ? Elle les représente, mais elle les représente de manière parfois vraisemblablement, en tout cas c'est perçu comme tel, déséquilibrée, clairement. Il suffit d'écouter un certain nombre de radios matinales, clairement, il faut, être aveugle pour ne pas voir qu'il y a quand même malgré tout un barricade qui penche d'un côté plutôt que de l'autre. J'en dirai pas plus. Et c'est la perception qui est quand même assez dominante. Ensuite, il y a toutes les questions de financement, qui sont quand même essentielles. On parle de l'argent du contribuable et il est naturel que les parlementaires fassent ce travail. Après, la façon dont cette commission d'enquête aujourd'hui est en train de se dérouler, on voit qu'il y a des tensions entre le président et le rapporteur, qu'il y a une dramatisation évidemment de l'enjeu, mais bon, c'est l'air du temps, malheureusement aussi, d'une certaine manière. On voit bien que le prolongement sur les réseaux sociaux en rajoute évidemment. Bon, on ne peut pas dire que ça se déroule de manière sereine et apaisée. C'est un peu l'époque qui veut ça. Mais justement, avant de vous donner la parole, Émilie, on va regarder un exemple des tensions qu'il y a entre le président de cette commission d'enquête qui est du parti Horizon et son rapporteur qui est du parti UDR, le groupe parlementaire d'Éric Ciotti. C'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Monsieur, vous avez été entrepreneur. Une entreprise. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains. Merci, monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question. Pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais... Est-ce qu'elle est encore crédible, cette commission d'enquête, Émilie Zapalski ? Vous savez, cette commission d'enquête, ça m'a fait penser à l'autre commission d'enquête qu'il y a eu avec Paul Vanier, député LFI, pour Betaram. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Avec l'audition de François Bayrou. En fait, si vous voulez, la forme et ce genre de dispute, ça décrédibilise complètement le contenu de ces commissions d'enquête. Et c'est grave parce que c'est des sujets, comme l'a dit Arnaud, qui sont très importants à débattre. Et moi, je suis complètement d'accord sur l'audiovisuel public. Il y a des choses à dire, il y a des choses peut-être à creuser, à améliorer. Et là, on a l'impression
l'impression que ça devient un champ de bataille entre le rapporteur et le président de cette commission. C'était pareil avec Paul Vannier qui réglait ses comptes avec François Bayrou, et ça enlevait tout le fond qui était quand même assez gravissime, puisqu'on parlait de violences faites à des enfants. Donc moi je trouve que c'est lamentable qu'on en arrive là. Je suis assez déçue en fait qu'on n'arrive pas à régler, à garder un peu de dignité par rapport à ces sujets dans le fonctionnement. Au-delà de ça, moi j'ai trouvé, et justement Rachida Dati, qui est quand même un peu la reine de la polémique, de choses très très violentes, là elle paraît presque comme un chaton, parce que forcément embrigadée là-dedans avec la députée LFI Ercilia Soudé, qui l'a quand même pas mal agressée, défendue. D'ailleurs le président a pris la défense presque de Rachida Dati en disant voilà, ça c'est autre chose, on n'est pas là pour régler ses comptes comme ça. Rachida Dati, elle fait tout douce là-dessus, on a l'impression, et c'est assez étonnant. Et elle est appelée à préserver l'audiovisuel public. Oui, et alors voilà, deuxième sur le fond, si on peut y arriver, je trouve qu'en effet, elle a été assez claire sur ses propos en disant il faut conserver, mais aussi assez claire sur il faut réformer. Et moi, je suis d'accord avec Arnaud Benedetti, il y a des choses à dire. Il y a des radios, en effet, qui font partie du public, qui sont quand même très orientées. C'est difficile à dire parce que c'est comme si on n'avait pas le droit de le dire, mais globalement, on s'en rend tous compte, et c'est pas normal. Par contre, que l'audiovisuel public ait besoin d'exister, oui. Voilà, c'est tout. Il y a besoin de réforme. Et moi, je l'ai trouvé très mesuré, très nuancé, aidée par justement cette façon, ces polémiques constantes dans la commission d'enquête. Mais elle a eu une parole très claire et très forte. Est-ce que le problème aussi, c'est qu'il y a actuellement une sorte de guerre médiatique entre d'un côté l'audiovisuel public et de l'autre l'empire médiatique Bolloré ? Oui, vraisemblablement, mais vous savez, on est dans un univers de polarisation. Il y a aujourd'hui une multiplicité d'émetteurs. Moi, le problème aujourd'hui, si vous voulez, le problème du débat public aujourd'hui, c'est que la pluralité existe, mais la pluralité, elle fonctionne par monade. C'est-à-dire que les gens ne débattent plus qu'entre eux. Et ça se voit à la fois sur l'audiovisuel public, quand même, d'une grande partie, et ça se voit évidemment parfois sur l'audiovisuel privé. Et c'est une grande différence. Moi, je me souviens, j'ai l'âge maintenant de me souvenir des émissions qu'on avait dans les années 70 ou 80, surtout à partir des années 80, où il y a quand même une ouverture un peu plus grande, mais même dans les années 70, où il y a des espaces publics de débat dans l'audiovisuel public, où des gens peuvent avoir des opinions extrêmement tranchées, mais peuvent débattre ensemble. Ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Mais c'est pas, j'allais dire, le média qui est responsable, c'est l'air du temps qui est comme ça. J'allais dire, c'est la société qui est comme ça. On est beaucoup moins tolérant à l'opinion des autres qu'on ne l'était vraisemblablement, même si on pouvait avoir des conflits extrêmement durs. Je ne veux pas dire que c'était mieux avant. La conflictualité idéologique était très importante dans les années 70, y compris dans les années 80. Mais il y avait encore la possibilité de pouvoir se confronter et s'affronter sans que ça tourne définitivement à la stigmatisation, à l'exclusion, à l'excommunication. Aujourd'hui, on est quand même là dans cet état d'esprit. C'est regrettable parce que ça dit quelque chose sur l'état de notre démocratie et sur notre capacité, en effet, à être moins tolérant et peut-être un peu plus sectaire. Je pense qu'on n'était pas habitué à avoir des chaînes d'infos comme ça qui soient orientées, donc c'est un peu nouveau. Moi, ce que je pense qui est important, c'est le journalisme. C'est qu'on continue, quelles que soient les chaînes d'infos concernées ou quoi, qu'on soit très exigeant sur les questions de journalisme, d'éthique et de ce qu'on apporte comme information, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, dans certaines chaînes, je n'en citerai pas, qu'on est un peu au café du commerce avec des rumeurs qui deviennent des sujets vraiment de journalisme, quoi. Donc il faut faire très attention. Mais encore une fois, il y a d'autres pays qui ont ces chaînes-là depuis longtemps. On n'est pas habitué. Arnaud, un dernier mot sur l'écrivain Boualem Sansal, puisque vous avez mené le comité de soutien pour sa libération quand il était emprisonné en Algérie. L'écrivain Boualem Sansal qui a indiqué hier qu'il serait déchu de la nationalité algérienne. Son passeport a été suspendu et est donc désormais uniquement français. Il avait d'ailleurs été naturalisé français il y a quelques années. Cette déchéance de nationalité pour Boualem Sansal, c'est un signe qu'il y a toujours cette tension très forte entre Alger et Paris. Oui, alors juste un point quand même pour être tout à fait précis. Il y a de fortes probabilités qu'il soit déchu de sa nationalité. D'ailleurs, il a été beaucoup plus nuancé dans les propos qu'on lui fait tenir hier dans un lycée parisien. Mais enfin, c'est vrai que le Parlement algérien a voté une loi qui lui est où il est spécifiquement visé, en l'occurrence, et vraisemblablement
certain nombre d'autres intellectuels qui ne sont bien évidemment plus en Algérie, qui sont critiques vis-à-vis du régime, et où on peut penser qu'il sera, s'il ne l'est pas encore, déchu de sa nationalité. Oui, ça veut dire clairement que c'est une vengeance d'État de la part du pouvoir algérien vis-à-vis d'un intellectuel critique. De toute façon, Boualem s'y attendait, il n'est pas véritablement surpris par cette position des autorités algériennes, mais clairement, on le sait très bien que la relation aujourd'hui entre Paris et Alger reste extrêmement conflictuelle sur tout un ensemble de sujets, mémoriels, les OQTF, etc., etc., et la liste est malheureusement très longue. On n'en a pas fini de ces tensions entre Alger et Paris? Ah ben non, je pense qu'on s'y est un peu mal pris à certains moments. Il va falloir renouer ça, mais ça va être compliqué. Et c'est très important qu'on puisse régler ça, parce que les OQTF, en effet, on ne pourra rien faire tant qu'il n'y a pas des accords un petit peu du côté de l'Algérie. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce club. Restez avec nous, c'est l'heure de l'histoire du jour. Une histoire autour d'une voiture, une Renault 5, qui est restée 43 ans dans un garage sans jamais rouler, sans presque jamais rouler. Elle avait 12 km au compteur. On est en 1982 à Chalon-sur-Saône. Madame M décide d'acheter cette R5 bleu métallisé dans une concession Renault. Elle a économisé pour. C'est un vrai projet. Le problème, c'est qu'elle n'a pas le permis de conduire. Au moment de l'achat, eh bien, voilà. Elle attend un peu de passer son permis. Elle le passe finalement, elle l'obtient, mais elle n'a plus la confiance de prendre le volant. Et donc, la R5 dort dans le garage 1 an, 2 ans. Les années s'accumulent comme la poussière sur le capot. Et ce n'est qu'au moment de la succession de Madame M que ses héritiers décident de mettre la R5 aux enchères, avec un prix estimé, désormais aujourd'hui, entre 5 000 et 10 000 euros. La vente aura lieu le 15 mars à la Maison Agut à Paris. Donc voilà, si vous voulez acheter une R5, j'en ai déjà une. Ah bon, voilà. Elle roule pas beaucoup d'ailleurs. Elle démarre pas, je pense, là, non? Enfin, j'imagine. On y arrive toujours avec ces voitures-là. Après 42 ans, ça me paraît. On y arrive avec ces voitures-là. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouvez mon collègue Steve Jourdain à la présentation de cette émission. On vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur Public Sénat.